Chapitre 6. Comment changer n'importe quel aspect de sa vie. La science du conditionnement neuroassociatif. Le début d'une habitude est comme un fil invisible, mais chaque fois que nous répétons l'acte, nous renforçons ce fil, y ajoutons un nouveau filament, jusqu'à ce qu'il forme un gros câble et lie irrévocablement nos pensées et nos actions. Horizon Sweetmarden. Si nous voulons modifier notre comportement, il n'y a qu'une seule façon de procéder. Nous devons associer une douleur insupportable et immédiate à l'ancien comportement et des sensations formidables et immédiates de plaisir au nouveau. Envisagez la situation sous cet angle. Chacun d'entre nous, par ses expériences de la vie, a assimilé certains modèles de pensée et de comportement qui lui permettent de fuir la souffrance et de recueillir du plaisir. Nous éprouvons tous des émotions comme l'ennui, la frustration, la colère, l'accablement et élaborons tous des stratégies pour chasser ces émotions. Certaines personnes vont faire des emplettes, d'autres se servent de la nourriture, d'autres du sexe, des drogues ou de l'alcool. D'autres encore crient après leurs enfants. Elles savent, consciemment ou non, que cette voie neurale soulagera leur douleur et leur procurera une certaine quantité de plaisir sur le moment. Quelle que soit la stratégie employée, nous pouvons la modifier en suivant 6 étapes simples qui nous conduiront vers une façon plus directe et plus féconde de fuir la douleur et de trouver le plaisir, une façon plus efficace et plus élégante. Les 6 étapes du conditionnement neuroassociatif vous montreront comment éviter la souffrance et comment trouver le plaisir directement et sans détour paralysant. Voici ces étapes. Première étape, décidez de ce que vous voulez vraiment et ce qui vous empêche de l'obtenir. Vous seriez étonné de voir le nombre de gens qui viennent me voir et énumèrent avec force détail ce qu'ils ne veulent pas ou ne veulent plus vivre quand je leur demande ce qu'ils veulent. Il ne faut pas oublier que nous obtenons ce sur quoi nous concentrons notre attention dans la vie. Si nous continuons de rassembler tous nos efforts pour éviter ce que nous ne voulons pas, nous obtiendrons davantage de ce que nous ne voulons pas. La première étape pour réaliser un changement consiste à décider ce que l'on veut vraiment de manière à progresser vers un but précis. Plus votre but sera précis, plus vous verrez clair et plus vous pourrez l'atteindre rapidement. Nous devons aussi apprendre à discerner ce qui nous empêche d'atteindre notre but. Invariablement, nous avons de la difficulté à changer parce que nous associons plus de souffrance au changement qu'au statu quo. Ou encore, nous croyons que le changement nous fera souffrir ou nous craignons l'inconnu que pourrait nous apporter ce changement. Deuxième étape, trouver une motivation. Associer une profonde souffrance au fait de ne pas changer maintenant et une grande joie au changement immédiat. La plupart des gens savent qu'ils veulent vraiment changer et pourtant ils ne peuvent s'y résoudre. Or, changer n'est presque jamais une question de faculté mais bien de motivation. Si on nous mettait un couteau sous la gorge en disant « vous feriez mieux de sortir de votre dépression et d'être heureux tout de suite », je suis certain que nous trouverions un moyen de changer à l'instant et dans ces circonstances notre état affectif. Le problème toutefois, comme je l'ai déjà mentionné, c'est que nous considérons souvent le changement comme une donnée conditionnelle plutôt qu'obligatoire. Ou encore nous le considérons comme une obligation, mais une obligation à remplir un de ces jours. La seule façon de changer maintenant est de créer un sentiment d'urgence si intense que nous nous sentons obligés d'aller jusqu'au bout. Pour changer, il faut se rendre compte qu'il ne s'agit pas de se demander si l'on peut, mais plutôt si l'on veut changer. Et cette volonté ou cette absence de volonté met en cause notre motivation qui, à son tour, met en cause les doubles pouvoirs qui déterminent notre vie, la douleur et le plaisir. Tout changement que vous avez réalisé dans votre vie provient d'une modification de vos neuroassociations avec les symboles de la douleur et du plaisir pour vous. Trop souvent, toutefois, nous avons de la difficulté à changer parce que nous éprouvons des émotions ambiguës face au changement. D'une part, nous voulons changer. Nous ne voulons pas avoir un cancer causé par la cigarette, ni détruire nos relations personnelles avec notre mauvais caractère, ni que nos enfants ne se sentent pas aimés parce que nous sommes durs avec eux, ni nous sentir déprimés jusqu'à la fin de nos jours à cause d'un événement survenu par le passé. Nous ne voulons plus être des victimes. D'autre part, nous craignons le changement. Nous nous disons « et si je cessais de fumer mais mourais quand même du cancer ? J'aurais renoncé inutilement au plaisir de fumer. » Ou « et si j'abandonnais ce sentiment négatif à propos du viol et me faisais de nouveau violer ?» Nous éprouvons des émotions ambiguës quand nous associons à la fois de la douleur et du plaisir au changement, ce qui crée des hésitations dans notre cerveau et nous empêche de mobiliser toutes nos ressources
pour faire les sortes de changements qui peuvent survenir en un instant quand chaque parcelle de notre être s'y engage. Comment renverser la vapeur? L'un des éléments qui provoque un changement chez la plupart des gens, c'est la limite de douleur. Cette limite est atteinte quand notre douleur est si intense que nous éprouvons la nécessité de changer sur le champ. Quand nous arrivons au point où notre cerveau dit « j'en ai assez ». Je ne peux pas passer un jour de plus, un seul moment de plus à vivre ou à me sentir comme cela. Avez-vous déjà éprouvé cela dans une relation personnelle par exemple? Vous vous accrochiez, c'était douloureux et vous n'étiez vraiment pas heureux. Mais vous vous cramponniez de toute façon. Pourquoi? Vous essayez de raisonner en vous disant que tout finira par mieux aller sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit pour améliorer la situation. Si vous souffriez tant, pourquoi n'êtes-vous pas parti? Même si vous étiez malheureux, votre peur de l'inconnu était une motivation encore plus puissante. Ouais, je suis malheureux, avez-vous peut-être pensé. Mais que se passerait-il si je quitte mon partenaire et que je ne trouve personne d'autre? Au moins, je sais comment affronter la douleur que j'éprouve maintenant. C'est justement ce genre de réflexion qui empêche les gens d'effectuer des changements. Un jour, cependant, la douleur que vous cause cette relation destructrice surpasse votre peur de l'inconnu, de sorte que vous atteignez une limite et réalisez le changement. Peut-être avez-vous fait la même chose avec votre corps, quand vous avez enfin décidé que vous ne pouviez pas attendre une journée de plus pour vous débarrasser de votre excès de poids. Peut-être encore est-ce la difficulté à vous glisser dans votre jean préféré, ou la sensation de vos énormes cuisses frottant l'une contre l'autre pendant que vous gravissez l'escalier, en vous dandinant, qui vous a décidé à faire le saut. À moins que ce ne soit la seule vue des bourrelets qui pendent de part et d'autre de votre corps. La diète Alpo. Il n'y a pas si longtemps, une participante à un séminaire m'expliqua la stratégie anti-échec qu'elle avait élaborée pour se débarrasser de ses kilos superflus. Avec une amie, elle s'était jurée de maigrir, mais elle manquait constamment à leurs promesses. Finalement, elles atteignirent un point où il était devenu nécessaire de maigrir. Avec l'enseignement que je leur avais donné, elles arrivèrent à la conclusion qu'il leur fallait une motivation pour cesser de tergiverser. Elles devaient agir de manière à ce que leurs promesses soient plus douloureuses que tout ce qu'elles pouvaient imaginer. Elles firent donc toutes deux le serment devant un groupe d'amis d'avaler une boîte de nourriture pour chien Alpo à la moindre tricherie. Pour éviter toute tentation, ces deux femmes dynamiques le dirent à tout le monde et gardèrent bien en vue leur boîte de nourriture pour chien, pour y penser constamment. Ma participante raconta que quand elle ressentait des tiraillements d'estomac, elle prenait leur boîte et en lisait l'étiquette. En lisant la liste d'ingrédients, morceaux de viande de cheval par exemple, elles n'eurent aucune difficulté à tenir leurs promesses et atteignirent leur but sans anicroche. Un levier est un mécanisme qui sert à soulever ou à déplacer un énorme fardeau que l'on ne pourrait pas déplacer autrement. Cet effet de levier est indispensable pour réaliser un changement et se libérer de comportements tels que le tabagisme, l'alcoolisme, la boulimie, le langage ordurier ou les modèles affectifs comme la dépression, l'inquiétude, la peur, le sentiment d'incompétence. Pour changer, il faut faire davantage que se dire que l'on devrait changer. Il faut savoir au plus profond de son être affectif et sensoriel que l'on doit changer. Si vous avez tenté maintes et maintes fois de réaliser un changement et que vous avez échoué, cela signifie simplement que la douleur que vous cause votre échec n'est pas assez intense. Vous n'avez pas atteint une limite, ce qui est la meilleure motivation qui soit. Quand je faisais de la pratique privée, je devais à tout prix trouver le facteur le plus apte à motiver mes clients, afin de les aider à réaliser, en une seule séance, les changements que des années de thérapie n'avaient pu aider à accomplir. Je commençais toujours une séance en disant que je ne pouvais travailler avec quelqu'un qui ne s'engageait pas à changer sur le champ. Cela était dû, en partie, au fait que je demandais 3 000 $ la séance et que je ne voulais pas que mes clients dépensent cette somme s'ils n'étaient pas absolument certains d'obtenir les résultats souhaités le jour même au cours de cette seule séance. Bien souvent, ils étaient venus en avion de l'autre bout du pays. À la seule pensée d'être renvoyés chez eux sans avoir réglé leurs problèmes, mes clients passaient au moins une demi-heure à me convaincre qu'ils voulaient vraiment changer et qu'ils étaient prêts à tout pour changer immédiatement. Fort de cette motivation, ils changeaient tout naturellement. Pour citer le philosophe Nietzsche, quiconque possède un pourquoi assez fort peut supporter presque n'importe quel comment. J'ai découvert que le comment comptait pour 20% du changement, tandis que le pourquoi comptait pour 80%. Si nous avons assez de bonnes raisons de changer, nous pouvons faire en un instant un changement que nous tentions sans succès de réaliser depuis des années. Donnez-moi un levier assez long et un support assez lourd, et je soulèverai le monde d'une seule main. Archimède. Le meilleur facteur de motivation que vous puissiez créer en vous est la douleur qui provient de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. La plus grande souffrance est celle de savoir qu'on n'a pas vécu conformément à ses idéaux.
Si nous n'agissons pas selon l'image que nous avons de nous-mêmes, si nos comportements ne sont pas compatibles avec nos idéaux, avec l'identité que nous voulons pour nous-mêmes, le gouffre qui sépare nos actions de ce que nous sommes nous incite à changer. En faisant ressortir l'incompatibilité entre les idéaux d'une personne et son comportement, on crée une motivation qui peut être incroyablement efficace pour l'inciter à changer. Elle ne subit pas seulement une pression extérieure, mais une pression qui s'accumule en dedans d'elle-même. L'une des forces les plus puissantes de la personnalité humaine est le désir de préserver l'intégrité de sa propre identité. Si un grand nombre d'entre nous semblent être des contradictions ambulantes, c'est simplement que nous ne reconnaissons jamais nos incompatibilités pour ce qu'elles sont. Quand on veut aider quelqu'un, on ne peut inculquer cette motivation en l'accusant ou en lui faisant remarquer son inconséquence. Il faut plutôt lui poser des questions qui lui feront prendre conscience par lui-même de son illogisme. C'est là un moyen beaucoup plus efficace que par l'affrontement. Si vous tentez seulement de n'exercer qu'une pression externe, l'autre y résistera tandis qu'il est presque impossible de résister à la pression interne. Cette forme de pression est un outil dont on peut se servir pour soi-même. La suffisance entraîne la stagnation. À moins d'être très mécontent de votre modèle actuel de comportement, vous ne serez pas porté à effectuer les changements nécessaires. Regardons les choses telles qu'elles se présentent. L'animal humain réagit à la pression. Pourquoi une personne ne changerait-elle pas si elle sent et sait qu'elle devrait le faire? Parce qu'elle associe davantage de souffrance au changement qu'au fait de ne pas changer. Pour changer quelqu'un, y compris nous-mêmes, nous devons simplement inverser ce phénomène afin que ne pas changer devienne extrêmement douloureux et dépasse notre seuil de tolérance, et que la perspective de changer devienne attrayante et amusante. Pour entraîner une véritable motivation en vous, posez-vous des questions susceptibles de vous faire souffrir. Que m'en coûtera-t-il de ne pas changer? La plupart d'entre nous sont trop occupés à évaluer le coût du changement. Mais quel prix est associé au refus de changer? En fin de compte, que me manquera-t-il dans la vie si je ne change pas? Quel prix suis-je déjà en train de payer sur le plan intellectuel, affectif, physique, financier, spirituel? Faites que la douleur de ne pas changer devienne si réelle pour vous, si intense, si immédiate, que vous ne pourrez plus hésiter davantage. Si cela ne suffit pas, concentrez-vous sur la façon dont votre refus de changer affecte votre famille, vos enfants ou ceux qui vous sont chers. Beaucoup d'entre nous sont prêts à faire davantage pour les autres que pour eux-mêmes. Donc imaginez avec force détail l'effet négatif que votre refus de changer aura sur ceux qui comptent le plus à vos yeux. La seconde étape consiste à se poser des questions reliées au plaisir, afin de lier des sensations positives à l'idée de changer. Si je change vraiment, qu'éprouverais-je envers moi-même? Quelle sorte d'impulsion pourrais-je créer si je changeais cet aspect de ma vie? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre si j'effectuais vraiment ce changement aujourd'hui? Que ressentiraient ma famille et mes amis? Serais-je beaucoup plus heureux? Ce qu'il faut, c'est trouver des tonnes de raisons, ou mieux encore, des raisons suffisamment puissantes qui justifieraient un changement immédiat et non plus éloigné dans le temps. Si vous n'avez pas envie de réaliser le changement maintenant, c'est que vous n'êtes pas vraiment motivé. Maintenant que vous avez associé dans votre système nerveux la douleur au fait de ne pas changer et le plaisir au changement, vous avez envie de créer un changement et vous pouvez passer à la troisième étape du conditionnement neuroassociatif. Troisième étape, abandonnez votre modèle limitatif. Pour éprouver une certaine sensation avec constance, nous créons des modèles particuliers de pensée. Nous nous concentrons sur les mêmes images ou idées et nous nous posons constamment les mêmes questions. La difficulté, c'est que la plupart des gens veulent un nouveau résultat, mais continuent d'agir comme avant. J'ai déjà entendu dire qu'être fou, c'était faire les mêmes choses sans arrêt et en attendre un résultat différent. Ne vous méprenez pas sur mes paroles. Rien ne cloche en vous. Vous n'avez pas besoin d'être réparé. Et je vous demande d'éviter quiconque utilise ces images pour vous décrire. Vous recélez en ce moment même les ressources dont vous avez besoin pour modifier ce que vous voulez dans votre vie. Mais un ensemble de neuroassociations vous empêche d'habitude d'exploiter pleinement votre capacité de les mobiliser. Vous devez donc réorganiser vos voies neurales de sorte qu'elles vous guident constamment dans la direction de vos désirs plutôt que dans celle de vos frustrations et de vos peurs. Pour obtenir de nouveaux résultats dans la vie, il ne suffit pas de savoir ce que nous voulons et de trouver une motivation. Il se peut que nous soyons fortement motivés à changer, mais si nous continuons à faire les mêmes choses et à adopter les mêmes modèles qu'auparavant, notre vie ne changera pas et nous ne ferons qu'augmenter simplement notre souffrance et notre frustration.
Avez-vous déjà vu une mouche enfermée dans une pièce ? Elle cherche immédiatement la lumière et se dirige donc vers la fenêtre contre laquelle elle se heurtera, parfois pendant des heures et des heures. Avez-vous déjà vu des gens faire cela ? Ils ont la ferme intention de changer, mais toute la motivation du monde est inutile quand on tente de passer à travers une fenêtre fermée. Il faut changer de méthode. La mouche ne peut sortir de cette pièce que si elle recule un peu et cherche une autre issue. Si nous adoptons sans cesse le même modèle, nous obtiendrons toujours les mêmes résultats. Les disques rendent toujours les mêmes sons en raison de leur modèle, c'est-à-dire du sillon dans lequel le son est codé. Or, qu'arriverait-il si je prenais votre disque et le griffais à plusieurs reprises avec une aiguille ? Si je le rayais suffisamment, je pourrais changer le modèle à un point tel que le disque ne jouerait plus jamais de la même façon. De même, le simple fait de changer le modèle limitatif de comportement ou d'émotion d'une personne peut transformer entièrement sa vie, parce que cela peut créer en elle une motivation et que ces deux étapes permettent à elle seule de réaliser presque n'importe quel changement. Les autres étapes du conditionnement neuroassociatif visent simplement à rendre les changements durables et à vous permettre de réaliser de nouveaux choix agréables et stimulants. Dernièrement, au cours d'un de mes séminaires de 3 jours sur le pouvoir illimité que je donnais à Chicago, j'ai imaginé une amusante rupture de modèle. Un des participants affirmait qu'il voulait vraiment perdre son engouement pour le chocolat et, pourtant, je voyais vraiment qu'il appréciait énormément son identité d'accro du chocolat. En fait, il portait même un t-shirt disant « Je veux le monde, mais je me contenterai de chocolat ». Cela prouvait évidemment que cet homme, même s'il souhaitait cesser de manger du chocolat, retirait un énorme avantage secondaire de son habitude. Nous voulons parfois réaliser un changement parce qu'un modèle affectif ou de comportement nous fait souffrir. Toutefois, nous retirons parfois un avantage de cela même que nous voulons changer. Si une personne est blessée, par exemple, et que tout le monde est soudain à ses pieds pour la servir et l'entourer d'attention, elle voudra peut-être que ses blessures ne guérissent pas trop vite, car, inconsciemment, elle apprécie la sollicitude qu'on lui témoigne, même si elle ne veut plus souffrir. On peut faire tout ce que l'on veut, mais si l'avantage secondaire est trop important, on retourne à ses anciens modèles. Les avantages secondaires engendrent des émotions confuses face au changement. On dit qu'on veut changer, mais souvent, on croit inconsciemment qu'en continuant d'adopter l'ancien modèle affectif ou de comportement, on obtiendra ce que l'on ne peut obtenir autrement. C'est pourquoi on n'est pas disposé à sortir de sa dépression, si pénible soit-elle. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'on obtient de l'attention, par exemple, quand on est déprimé. On ne veut pas se sentir déprimé, mais on a désespérément besoin d'attention. Le besoin d'attention n'est qu'une forme d'avantage secondaire. Afin de résoudre ce problème, il faut donner à cette personne une motivation suffisante pour qu'elle se sente contrainte de changer. Mais il faut aussi lui montrer une nouvelle façon de combler ses besoins. Bien que cet homme savait qu'il devait renoncer au chocolat, il savait aussi, j'en suis persuadé, qu'il pouvait profiter de l'occasion pour obtenir beaucoup d'attention. Chaque fois qu'un avantage secondaire entre en jeu, il faut accroître la motivation. Aussi ai-je décidé qu'une interruption violente de son modèle créerait la motivation nécessaire. « Monsieur !» m'exclamai-je. « Vous dites que vous êtes disposé à renoncer au chocolat. Sans sas. Mais il y a une chose que j'aimerais que vous fassiez avant de renoncer à jamais à votre ancien modèle. » « Quoi ?» répondit-il. « Pour bien conditionner votre corps, vous ne devrez manger que du chocolat pendant les 9 prochains jours. Il n'y a que le chocolat que vous puissiez porter à la bouche. » ai-je répliqué. Les autres participants se mirent à rire et l'homme me jeta un regard chargé de doute. « Puis-je boire ?» me demanda-t-il. « Oui, vous pouvez boire de l'eau. 4 verres par jour, mais pas plus. Tout le reste ne doit être que du chocolat, lui dis-je. » Il haussa les épaules et m'adressa un large sourire, puis me dit « D'accord, Tony, si c'est ce que vous voulez, je peux faire cela sans changer. » Je ne voudrais pas vous tourner en ridicule. Je souris et poursuivis le séminaire. Vous auriez dû voir la suite. Comme par magie, des douzaines de tablettes de chocolat et de bonbons tombèrent des poches, des sacs et des mallettes des participants qui les lui passèrent. À l'heure du déjeuner, le moindre morceau de chocolat présent dans la salle avait abouti chez lui. Dans le hall qui jouxtait l'auditorium, il surprit mon regard. « Merci Tony, c'est merveilleux, dit-il en déballant et en enfournant un chocolat dans sa bouche, avec la ferme résolution de montrer qu'il pouvait me battre. Il ne s'est pas rendu compte qu'il ne rivalisait pas avec moi, mais qu'il rivalisait avec lui-même. Je me contentais de me servir de son corps comme d'un allié afin de créer une motivation en lui et briser son modèle de comportement. Savez-vous que le sucre donne une soif terrible ? À la fin de la journée, mon participant avait la gorge à vif et il avait certainement perdu son amour immodéré pour le chocolat.
alors que les participants continuaient à lui glisser des tablettes et des menthes au chocolat. Le lendemain, il avait perdu toute sa faconde, mais refusait de déclarer forfait. « Mangez encore du chocolat, insistai-je. » Il déballa une tablette caramilk et me lança un regard furieux. Le matin du 3e jour, comme il se traînait dans la salle, il ressemblait à un homme qui avait passé la nuit à implorer une déesse de porcelaine. « Comment était le petit déjeuner » lui demandai-je à la plus grande joie des participants. « Pas si bon que ça, reconnut-il faiblement. »« Mangez encore du chocolat, lui dis-je. » Il accepta faiblement un autre chocolat d'un participant assis derrière lui, mais il ne le déballa pas plus qu'il ne le regarda. « Que se passe-t-il » lui dis-je. « Ras-le-bol » Il acquiesça d'un signe de tête. « Allons, vous êtes le champion du chocolat, dis-je pour l'encourager. Mangez-en encore. Le chocolat n'est-il pas le meilleur aliment qui soit ? Que diriez-vous d'une tablette de Mars, et de M&M's aux arachides, et d'une boîte de chocolat fondant ? N'en avez-vous pas l'eau à la bouche ?» Plus je parlais, plus il devenait vert. « Mangez-en encore, lui dis-je finalement. Il explosa. « Vous ne pouvez pas m'y forcer !» cria-t-il. Les participants éclatèrent de rire pendant que l'homme se rendait compte de ce qu'il venait de dire. « C'est bon, jetez ces friandises et asseyez-vous, lui dis-je. » Plus tard, j'allais le voir et l'aider à trouver des solutions de rechange, à tracer de nouvelles voies dynamisantes vers le plaisir et qui ne le contraignaient pas à absorber un aliment qu'il savait nocif pour sa santé. Puis, avec lui, je fis un véritable travail en le conditionnant à faire de nouvelles associations et en l'aidant à remplacer son ancienne dépendance par une suite de comportements sains. Puissante respiration, exercice, aliments riches en eau, bonnes habitudes alimentaires.